C'est le tueur le plus prolifique de l'histoire de la Californie. Le Golden State Killer a commis plus de 50 viols et au moins 12 meurtres. Le cambrioleur de Visalia, le violeur des quartiers Est et le premier Night Stalker sont probablement une seule et même personne, le Golden State Killer. On avait un ADN, alors il suffisait de retrouver la personne à qui il appartenait et on pourrait identifier le Golden State Killer. Cette affaire n'était pas insoluble. Ça pouvait être un voisin, un ami et même un membre de la famille. Qui était-il? Et comment avait-il pu échapper aussi facilement à la police pendant toutes ces années? We found the needle in the haystack, and it was right here in Sacramento. Le Golden State Killer a été identifié. Il s'agissait de Joseph James DeAngelo, un ancien policier d'Exeter et d'Auburn. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Il était payé avec l'argent des contribuables pour exceller dans le crime. Quand il était acculé, il n'hésitait pas à recourir aux armes. On savait aussi qu'il possédait plusieurs armes autorisées. Ce n'était pas un vieil homme fragile. C'est devenu l'actualité la plus brûlante du pays. C'était presque un moment historique. This case is why we lock our doors at night. Attacked all over California. The community was taken hostage. Brutal homicides. One of the most prolific serial killers in the history of this state, if not in this nation. Today we're going to launch a national campaign to help identify the Golden State Killer. Depuis son arrestation, j'ai l'impression de me confronter pour la première fois à ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, je me retrouve assise devant vous, à vous parler. Je n'aurais jamais pu l'imaginer il y a encore quelques semaines. Ça paraissait impossible. Pendant très longtemps, on m'a répété que c'était une histoire de famille. Je ne devais en parler à personne. C'était privé. Alors c'est très difficile pour moi. Ça m'a demandé du courage de me lancer. J'étais la 10e victime. J'avais 15 ans. Ma sœur travaillait et mes parents étaient à un dîner de Noël. Il était à peine 19h30, je jouais du piano. Tout à coup, j'ai entendu du bruit. Alors je me suis arrêtée. Comme le silence était revenu, je me suis remise à jouer. Et l'instant d'après, j'avais un couteau sous la gorge. Il m'a ordonné de ne pas faire de bruit et de me taire. Ensuite, il m'a emmenée dans la chambre de mes parents et il m'a violée. Il a recommencé 2 fois dans d'autres pièces de la maison. Après ça, mes parents m'ont interdit d'en reparler. Alors, pendant de nombreuses années, j'ai enfoui cette histoire au plus profond de moi. Pour surmonter ce drame, je l'ai occulté. J'ai commencé à travailler sur cette affaire en 2002 ou 2003. Le cambrioleur de Visalia, le violeur des quartiers Est, le premier Night Stalker, le Golden State Killer. En tout, il y avait eu plus d'une centaine de cambriolages, des agressions sexuelles, 13 homicides. On n'allait pas abandonner l'affaire si facilement. Mais il y a eu de nombreux rebondissements. Un jour, on avait une piste, le suspect cochait toutes les cases. Et puis, les résultats négatifs de l'analyse ADN venaient balayer nos espérances. Alors, on passait à un autre suspect et le même scénario se reproduisait. Au bout d'un moment, c'est devenu très frustrant. Et je crois qu'on a un peu perdu espoir.
1 an avant ma retraite, l'enquête était dans l'impasse. Je venais d'éliminer mon dernier suspect principal. Je voulais résoudre ce mystère avant de partir. Et je savais que ma seule chance d'y arriver, c'était de revenir à l'ADN. Par chance, au même moment, j'ai été formé sur la généalogie génétique dans le cadre d'une autre affaire. La généalogie génétique est une méthode d'investigation encore très récente dans la police. Elle consiste à éplucher des sites de généalogie pour y chercher des liens familiaux avec le suspect. Cette méthodologie existait. Elle avait déjà été utilisée pour identifier des corps anonymes. Alors pourquoi ne pas s'en servir pour un suspect non identifié? Notre seule solution était d'extraire son ADN dans un laboratoire de la police scientifique pour pouvoir ensuite envoyer l'échantillon obtenu à un laboratoire de tests généalogiques. L'une des principales difficultés était d'obtenir un échantillon d'ADN encore exploitable en quantité suffisante. Dans l'affaire du Golden State Killer, beaucoup d'analyses de données génétiques avaient déjà été effectuées, donc il ne restait plus beaucoup d'ADN à exploiter. Il fallait absolument qu'on trouve un nouvel échantillon. On a eu de la chance. À l'époque, les preuves scientifiques relevées sur la scène de crime de Ventura avaient servi à faire de nombreuses analyses et une grande quantité de l'ADN disponible avait été épuisée. Mais heureusement, le médecin légiste en charge de l'autopsie de Charlene Smith avait prélevé une deuxième série de preuves de l'agression sexuelle. Elle avait été conservée intacte dans le bureau de la police scientifique pendant toutes ces années. Et quand ces prélèvements ont été remis au laboratoire de la police judiciaire de Ventura, on a pu récupérer une grande quantité d'ADN du Golden State Killer. C'est grâce à ça qu'on a pu procéder au test de généalogie génétique. En novembre 2017, Paul Halls est venu nous voir à Sacramento. Il nous a expliqué le principe de cette nouvelle démarche scientifique qui permet de mettre un visage sur un génotype. En janvier 2018, on a obtenu un profil génétique que j'ai téléchargé sur l'une des plus grandes bases de données généalogiques publiques. Ce site est une source gigantesque de données brutes. Quel que soit le laboratoire ayant effectué votre test génétique, vous pouvez ensuite y transférer le résultat obtenu. Près d'1 million de personnes ont contribué à l'alimenter. C'est une source de comparaison exceptionnelle. Ensuite, on reçoit une liste de compatibilité. Les personnes qui ont la plus grande quantité d'ADN commun se retrouvent en haut de cette liste. On cherche de longues séquences d'ADN identiques. Quand on retrouve une même séquence chez 2 individus, ça veut dire qu'elles ont un ancêtre commun. On espère toujours trouver un frère, une sœur ou un cousin germain dans le système. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci, mais on a identifié près de 25 cousins au 3e degré. Ce sont les personnes avec qui on a un arrière-arrière-grand-parent en commun. La plupart des gens ne connaissent pas leurs cousins au 3e degré. La première étape a été de déterminer les liens qui unissaient toutes ces personnes. On a placé les connexions paternelles d'un côté et les maternelles de l'autre. Et à partir de là, on a remonté le temps jusqu'à trouver un point d'intersection. On a adopté une méthode de triangulation. De correspondance en correspondance, ils ont retrouvé la source de l'arbre généalogique, à savoir les arrière-arrière-grands-parents. Ensuite, ils ont disséqué cet arbre en avançant dans le temps. Ils se sont intéressés aux enfants des arrière-arrière-grands-parents, puis à leurs enfants, puis aux enfants de leurs enfants, etc. 5 policiers plus un consultant extérieur ont travaillé à plein temps sur ce projet pendant 4 mois. Pour compléter cet arbre, il a fallu mobiliser énormément de personnes. On est parti des ancêtres communs à toutes ces personnes, à savoir des gens nés dans les années 1820. La science nous a permis d'obtenir les séquençages ADN, mais ce n'était qu'un point de départ. Ensuite, on a envoyé des enquêteurs dans tout le pays, et principalement à New York. Ils sont allés dans les cimetières relever des noms, des dates de naissance et de décès sur les pierres tombales.
Certains sites ont des ressources phénoménales en termes d'archives publiques, des actes de naissance, de mariage, qui nous ont permis de compléter ces arbres. Dans le cas du Golden State Killer, on a fini avec un arbre qui comprenait plus de 1000 personnes. Ça s'annonçait compliqué. Les informations obtenues grâce au travail sur la généalogie ne sont que des noms sur une feuille. En se basant sur l'âge, la localisation géographique et d'autres données, on a commencé à écarter des gens et on a réduit le nombre de suspects à une poignée de personnes. Au départ, Joseph James DiAngelo n'était qu'un nom sur un bout de papier. Mais pour l'âge, ça correspondait. Alors on est parti de là. Il nous intéressait parce qu'il avait des liens avec la région de Sacramento. Il semblait avoir vécu à Rancho Cordova quand il était jeune. Géographiquement, ça collait. On a appris que Joseph DiAngelo avait été policier à Auburn, mais j'avais de gros doutes sur lui. J'avais du mal à saisir comment un policier travaillant à temps plein pouvait trouver le temps de rôder et d'agresser des gens dans tout le nord de la Californie. Pour moi, ça ne pouvait pas être lui. Tout a commencé avec un nom. Mais plus on s'y est intéressé, plus on a fait des recherches et plus les pièces du puzzle se sont mises en place. Plus on récupérait de nouvelles informations, plus il devenait un suspect crédible. Arrivé à un certain stade, il fallait qu'on obtienne un échantillon de son ADN. Je travaillais sur cette affaire depuis 1994. J'ai enquêté sur un nombre incalculable de suspects, mais à chaque fois que les résultats de leur ADN nous parvenaient, ils étaient écartés. Quand j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à DiAngelo, de mon point de vue, il n'était pas spécialement plus crédible que les précédents. Il fallait que j'en sache plus sur lui. Je me suis rendu à son domicile en voiture et je me suis garé devant chez lui. J'espérais le voir sortir pour l'observer et évaluer sa corpulence. Ça m'aurait permis de voir si nos soupçons étaient fondés. J'étais assis devant chez lui et je tergiversais. Est-ce que je devais simplement frapper à sa porte, me présenter et lui demander de se soumettre à un prélèvement d'ADN? Dans ma tête, il était assez peu probable qu'il soit le Golden State Killer. J'étais déjà passé par là de nombreuses fois et à chaque fois, ça avait été un échec. J'ai fini par décider qu'il était assez intéressant pour qu'il y ait une petite chance que ce soit lui. Mais j'en savais pas suffisamment sur lui pour être certain de pouvoir l'aborder sans déclencher une catastrophe. Alors je suis reparti. Le lendemain, j'ai rendu mon insigne et mon arme. C'était mon dernier jour. À la fin du mois de mars, j'étais officiellement retraité. On savait que cet homme avait 72 ans, mais il avait le mode de vie de quelqu'un de 50 ans comme moi. Il était en bonne condition physique. Il était capable de s'occuper de sa voiture, de se glisser dessous. On l'avait vu passer à grande vitesse à moto sur la voie rapide. Ce n'était pas un vieil homme fragile. Il était en pleine forme. Il pouvait encore s'avérer dangereux si une personne qu'il ne connaissait pas tentait d'entrer en contact avec lui. Comme c'était un lieu public, on espérait pouvoir obtenir un échantillon de l'ADN de DiAngelo sans difficulté. J'ai demandé à notre labo de l'analyser en priorité et j'ai dit à mon adjoint de m'appeler dès qu'il aurait les résultats. L'analyse de l'échantillon prélevé sur la voiture de DiAngelo a révélé un mélange de plusieurs ADN. Quand on travaille à partir d'un prélèvement effectué sur une surface touchée par plusieurs personnes, ce n'est pas rare. Mais le profil principal, celui de la personne dont l'ADN était majoritaire dans ce mélange de profils génétiques, était identique à celui du Golden State Killer sur la plupart des marqueurs. On avait vu DiAngelo toucher cette poignée de portière.
Et on était arrivé jusqu'à lui par la généalogie génétique. Alors pour moi, ça ne faisait plus aucun doute. On avait bien affaire au Golden State Killer. Ça fait partie de ces moments qu'on n'oubliera jamais. J'ai immédiatement appelé le shérif. Et à partir de là, tout est devenu surréaliste. C'était complètement fou. J'ai reçu un appel du sergent alors que j'étais au volant. Et j'ai explosé de joie à cette annonce. Je n'arrivais pas à croire qu'on avait enfin progressé dans l'enquête. Peu de temps avant, je pensais que c'était fini, qu'on n'y arriverait jamais. Tout le monde était persuadé qu'on avait arrêté la bonne personne. Mais on a décidé qu'il valait mieux prélever un deuxième échantillon, pour être sûr. On savait que cette affaire était très importante. Elle était même historique. Il y avait tellement de victimes. Vu les enjeux, c'était plus sage d'essayer d'obtenir un deuxième échantillon. Le lundi était le jour de ramassage des poubelles. Le bureau du shérif de Sacramento a réussi à récupérer un mouchoir usagé qui a été envoyé au labo pour analyse. Le labo a traité cet échantillon en priorité. Et ils ont réussi à obtenir un profil génétique complet à partir de ce mouchoir. Il était parfaitement identique à celui du Golden State Killer. On savait maintenant que Joseph DiAngelo était bien le tueur recherché. Il ne nous restait plus qu'à passer à l'action pour le placer en garde à vue. On en a eu la confirmation à 18h le lundi et les mandats d'arrêt ont été établis dans la nuit. Le bureau du shérif de Sacramento a pris la tête des opérations avec le soutien du FBI. L'opération a été minutieusement préparée. On ne s'est pas contenté d'apparaître chez lui. Vu l'historique du Golden State Killer, on savait qu'il avait une certaine propension à la violence. Quand il était acculé, il n'hésitait pas à recourir aux armes. Et M. DiAngelo possédait plusieurs armes autorisées. Même s'il avait 72 ans, il pouvait très bien tirer sur les policiers qui se présenteraient chez lui. Il pouvait aussi choisir de se suicider et on ne voulait pas qu'il en ait la possibilité. Alors on espérait qu'il s'éloigne de sa maison, où il serait plus exposé. Et alors, l'équipe pourrait l'interpeller et le conduire en garde à vue en toute sécurité avant qu'il ait le temps de réagir. Moi, j'étais de retour au poste, dans la cellule de crise. On était une bonne vingtaine à ce moment-là. On écoutait la radio pendant que l'équipe en charge de l'arrestation se mettait en place. On ne voyait rien, mais on écoutait ce qui se passait. Alors on pouvait assez bien imaginer la scène. Il disait qu'il l'avait repéré pas loin de chez lui. Visiblement, il était sur le point de rentrer, et il fallait à tout prix éviter ça. Alors le feu vert a été donné. L'équipe pouvait procéder à l'arrestation. Il fallait intervenir. Et puis, il y a eu un grand silence. On aurait entendu une mouche voler. C'était presque un moment historique. C'était le mardi. On était dans la cellule de crise et l'ordre d'intervenir a retenti dans nos radios. L'arrestation allait avoir lieu. Tout le monde retenait son souffle. Dans ce silence, on pense forcément au pire parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que tout le monde va bien ? Et tout à coup, le suspect a été arrêté. Tout le monde a sauté de joie. C'était un sentiment indescriptible, extraordinaire. Au bout de 44 ans d'espoir et de déception, on tenait enfin notre homme. DiAngelo était sorti devant chez lui. Ils avaient réussi à détourner son attention et à l'emmener rapidement en garde à vue. Personne n'avait été blessé et il avait pu être évacué aussi vite que possible. Après toutes ces années, on n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Tant d'efforts pour en arriver là. Enfin, un homme avait été arrêté pour des crimes qui étaient restés impunis pendant plus de 40 ans. C'était surréaliste. C'était la première fois que je le voyais en personne. Je cherchais cet homme depuis 24 ans et tout à coup, il était devant moi. Il était beaucoup plus imposant que ce que j'avais imaginé.
Il a été conduit en salle d'interrogatoire et je l'ai observé via la caméra. Il est resté figé, assis dans la même position pendant 1 heure. Je n'avais jamais vu quelqu'un rester aussi immobile pendant aussi longtemps. L'homme présent dans cette salle était accusé de nombreux crimes, tous plus horribles les uns que les autres. Et j'étais à peine à 3 mètres de lui. C'était surréaliste. La nuit a été très longue. Il ne voulait pas parler. Tous ceux qui ont eu besoin de l'interroger l'ont fait, ou du moins ont essayé. Au final, il a été incarcéré. Mon téléphone a sonné, c'était le shérif Scott Jones. Il m'a dit « Je voulais simplement te prévenir qu'on a identifié le violeur des quartiers Est ». Et ma première réaction a été de répondre « Tu plaisantes ?» J'ai été prise de court. Je n'avais jamais imaginé que cette situation pouvait se produire de mon vivant. Sur le moment, j'ai été surpris, mais au fond, pas tant que ça. Et ensuite, j'ai surtout ressenti un profond soulagement. C'était viscéral. Je n'avais jamais éprouvé ça avant. La première victime à qui j'ai parlé, c'était la toute première de la série. Je ne vais pas vous mentir, j'ai fondu en larmes et je lui ai demandé « Vous êtes sûr qu'il ne s'en sortira pas ?» Elle a répondu « Certaine. » On l'a eu pour de bon. Alors j'ai dit « C'est tout ce que je voulais savoir. » Ça a été une surprise pour la plupart des victimes. Mon mari m'a appelé. Il a dit... Ils l'ont attrapé. J'ai pas pu dire un mot. Tellement j'étais émue. J'ai ressenti plein d'émotions contradictoires en même temps. Mais il n'y avait pas de joie. Ça ne m'a pas fait plaisir. J'étais terrifiée. Et si je le connaissais? Si c'était une connaissance de mes parents? J'étais paralysée, incapable de réagir. Le mardi soir, j'ai reçu un appel de Tony Rakokas, le procureur du comté d'Orange. Il m'a dit « On l'a arrêté. L'ADN correspond, on va donner une conférence de presse demain matin. Pouvez-vous sauter dans un avion pour être à Sacramento à midi ?» J'ai répondu « Évidemment. » For over 40 years, countless victims have waited for justice. We found the needle in the haystack, and it was right here in Sacramento. Joseph James DeAngelo has been called a lot of things by law enforcement. Today, it's our pleasure to call him defendant. After all these years, a haunting question of who committed these terrible crimes has been put to rest. It is time for the victims to begin to heal. Sleep better tonight. He isn't coming through the window. C'était un moment extraordinaire pour nous. Et c'était très émouvant. Une fois la conférence de presse terminée, je suis reparti en voiture. Et pendant le long trajet de retour, seul avec mon burger, j'ai craqué 4 ou 5 fois. En repensant au moment où j'ai reçu l'appel m'annonçant que Keith et Patty étaient morts. On a appris la nouvelle le 21 août, le jour de mon anniversaire. C'était incompréhensible. Ça n'avait pas de sens. On avait dû entrer dans la maison. Il y avait de la poudre pour relever les empreintes digitales absolument partout. Tous ces souvenirs sont remontés à la surface. J'ai acheté des roses et je me suis rendu sur la tombe de Keith et de Patty. Je leur ai simplement dit, ça y est, on l'a retrouvé. J'ai regardé la conférence de presse. C'était perturbant de voir un visage. Avant, mon agresseur n'était qu'un fantôme, le fruit de mon imagination. Son visage avait toujours été masqué, il n'était pas réel.
Alors ça a été très compliqué pour moi de mettre les traits d'un véritable être humain sur une silhouette qui jusque-là n'avait ni forme ni nom. C'était vraiment dur. Ça rendait les choses réelles. Tout ça m'était vraiment arrivé. On en avait maintenant la preuve. Pour la plupart des gens, c'était un matin comme les autres. Ils sont allés au travail ou à l'école, comme d'habitude. Et puis l'information est sortie et c'est devenu l'actualité la plus brûlante du pays. Police do believe they have their man. Investigators believe this man is one of the most notorious serial killers and rapists in the country. Linked to 12 murders, 50 rapes, and over 100 burglaries, the East Area rapist eluded investigators for decades. Now, there's a suspect, Joseph DeAngelo. Robin, what a scene here in the neighborhood where police are going through the suspect's house collecting evidence. Il y avait le FBI, des voitures de police, des tas de gens devant la maison. C'était surréaliste. On ne comprenait rien à ce qui se passait. J'ai vécu toute ma vie dans la maison qui se trouve derrière celle de Joseph DeAngelo. Quand Joe a été arrêté, tout le quartier a été épouvanté. Il y avait un monstre qui vivait là et on ne le savait pas. Le jour de l'arrestation, c'était le chaos. Il y avait une vingtaine, voire une trentaine d'agents du FBI et de policiers. Toutes sortes de gens étaient absorbés par leur travail dans la cour. J'ai aperçu le FBI dans le jardin. Ils avaient mis la maison sans dessus-dessous. Ils avaient arraché la moquette et trouvé plusieurs armes. Ils sont entrés dans son abri de jardin, qui devait aussi servir de cabane à sa petite fille. Ils en ont sorti plein de petits meubles roses. Il y avait un verrou à l'intérieur. Ça m'a paru bizarre. Pourquoi avait-il besoin de s'enfermer ? Ils ont creusé des petits trous dans tout le jardin. Rien de spectaculaire, mais ils devaient chercher quelque chose de précis. On aurait dit qu'une taupe folle avait creusé des galeries un peu partout. Quand j'ai découvert que mon voisin était un tueur en série, ça a été un choc. J'ai réalisé qu'on ne connaît pas ses voisins. On croit cerner les gens, mais on n'a aucune idée de qui ils sont vraiment. L'ADN de Joseph DeAngelo était exactement le même que celui prélevé sur les scènes de crime du Golden State Killer. Pour certains, ça confirmait qu'il était bien le coupable qu'on cherchait. En tant qu'enquêteur, j'étais aussi convaincu que c'était bien lui. Mais maintenant, il fallait qu'il soit jugé. For decades, he was a mysterious criminal hidden behind a mask. Now the search is over and a new phase begins in the courtroom. Quand je l'ai vu entrer en chaise roulante, je n'y ai pas cru une seule seconde. Ça ne lui ressemblait pas. Pas du tout. An attorney for DeAngelo says the 72-year-old is depressed and fragile. DeAngelo looks tired, he blinks heavily, and at times struggles to keep his eyes open. J'ai su immédiatement qu'il jouait la comédie. Beaucoup de gens l'avaient vu se déplacer dans le quartier comme un quinquagénaire robuste. Il conduisait sa moto à grande vitesse. Il faisait de la mécanique sur la voiture de sa fille. Et quelques jours plus tard, il était en chaise roulante. Is Joseph James DeAngelo your true and correct legal name? I'm sorry? Yes. Pour moi, il préparait sa défense. C'était stratégique. Il cherchait à réduire la peine qui allait lui être infligée. Joe DeAngelo n'est pas un homme fragile. Alors, quand je l'ai vu en chaise roulante, je ne l'ai pas reconnu. Ce n'était pas le Joe que je connaissais. Le Golden State Killer a été identifié comme l'auteur de plus de 50 agressions sexuelles et plus d'une douzaine de meurtres. Il a sévi dans de nombreuses juridictions en Californie sur près de 650 km. Je peux vous donner le nom du Golden State Killer. Facile, c'est Joseph James DeAngelo, mais sa personnalité est bien plus complexe. Maintenant que DeAngelo a été identifié, on commence à y voir un peu plus clair.
Il était fils de militaire. Son père était dans l'armée de l'air. C'est pour cette raison qu'il a grandi en Californie. Au départ, son père était en poste dans le sud de l'État avant d'être envoyé sur la base aérienne de Mazer. C'est un détail qui a son importance, parce que des années plus tard, 5 des 15 premières agressions du violeur des quartiers Est ont eu lieu dans la zone qui fait face à la base aérienne. DeAngelo connaissait bien ce secteur. C'est là qu'il avait passé son enfance, ou du moins son adolescence. Après le lycée, il est entré dans la marine. Il a été en poste sur différents navires pendant la guerre du Vietnam. Il a grandi dans une famille de militaires et a rejoint l'armée. C'est très cohérent avec le profil psychologique qu'on avait établi pour lui. C'était quelqu'un de rigide, avec des habitudes. Il a passé des heures dans sa voiture à traquer et surveiller ses prochaines victimes. En sortant de l'armée, DeAngelo s'est inscrit à l'université, au Sierra College, et s'est fiancé à une femme qui se prénommait Bonnie. On a toujours su qu'il y avait une femme importante dans la vie du coupable qui s'appelait Bonnie. Lors d'une agression en juillet 1978, il avait prononcé ce nom. Pendant qu'il violait sa victime, il sanglotait et répétait en boucle « Je te hais, Bonnie ». À un moment, Bonnie a rompu leurs fiançailles. On ne sait pas pourquoi. Cette femme a eu du flair. À l'époque déjà, elle a senti que quelque chose n'allait pas. Bravo à elle de lui avoir dit « C'est fini, je ne veux pas que tu fasses partie de ma vie ». Après ça, il est allé à l'université de Sacramento et a obtenu une licence en droit pénal. Il avait de bons résultats, alors il a décidé de rejoindre la police. Je ne sais pas s'il avait anticipé ces crimes au point d'envisager de devenir policier pour pouvoir les commettre sans être inquiété. À mon avis, ce qui l'attirait, c'était surtout le pouvoir et le sentiment de contrôle que ça lui donnait. La ville de Roseville se trouve à 15-20 minutes de Rancho Cordova, en Californie. Il a trouvé un stage dans la police de Roseville. C'est là qu'il a appris les ficelles du métier, et notamment tout ce qu'il savait sur les empreintes digitales. C'était le meilleur moyen de se renseigner avant de commettre ses crimes. Après son stage dans la police de Roseville, il a répondu à une offre d'emploi dans la police d'Exeter, dans le comté de Tulare, pas très loin de Visalia. Dans les années 70, Exeter était une petite ville de 5000 habitants. Pratiquement tout le monde travaillait dans l'agriculture. Les gens étaient assez isolés. J'ai été policier à Exeter pendant 30 ans. C'était un endroit tranquille. Il y avait quelques cambriolages et des petits vols, mais c'était à peu près tout. Il arrivait parfois que de fortes têtes boivent un peu trop et causent quelques ennuis. Mais ça n'allait jamais très loin. Joseph DeAngelo avait de la famille ici. On a retrouvé dans les archives du Exeter Sun un article qui mentionnait qu'il avait passé du temps chez eux. Joseph DeAngelo avait été embauché par la police d'Exeter le 18 mai 1973. La première fois que je l'ai rencontré, j'ai trouvé qu'il avait un visage poupin, surtout par rapport à moi qui suis tout ridé. Il s'est fiancé à Sharon Huddle. Je crois qu'elle était encore à Citrus Heights à l'époque. Je n'ai jamais rencontré sa femme, je ne la connaissais pas. C'était quelqu'un de très secret, on ne savait pas grand-chose de lui. Il était toujours sérieux, il ne plaisantait pas comme le reste de l'équipe. Quand on riait à une blague, il la trouvait rarement drôle. Dans la première moitié des années 70, les effectifs d'Exeter étaient assez limités. Il n'y avait qu'une poignée d'agents, un chef et un sergent. Il patrouillait, et quand on est à ce poste, on travaille tous les jours de la semaine. Il n'y avait qu'un seul policier de patrouille pour toute la ville. Il n'avait pas d'itinéraire spécifique. Il se contentait de rouler au hasard dans les rues et d'intervenir si besoin. Joe a demandé à devenir inspecteur. Il est passé d'agent de patrouille à enquêteur, avec des horaires de bureau classiques, en journée. Ce travail lui a permis de gagner sa vie tout en se libérant du temps pour rôder la nuit. Un jour, je lui ai demandé « Joe, pourquoi tu es à Exeter ? Vu les études que tu as faites, tu devrais être au FBI. »
Il a rigolé et il a répondu « Il faut bien commencer quelque part ». Avant que D'Angelo soit identifié comme le Golden State Killer au sein de l'équipe, on n'était pas tous d'accord. Pour certains, la série de cambriolages à Visalia était une autre affaire. Mais ensuite, le nom de D'Angelo a surgi. Et il était policier à Exeter à l'époque où les cambriolages ont commencé à Visalia. La ville d'Exeter est située tout près de Visalia. Quand D'Angelo a déménagé, il ne s'est plus rien passé à Visalia et d'autres incidents ont commencé à se produire à Sacramento. Si on se fie à ses déplacements, on est fortement tenté de croire qu'il était bien le cambrioleur de Visalia. Les cambriolages ont tous eu lieu dans la même zone géographique et selon le même mode opératoire. Il y avait une connotation sexuelle parce qu'il fouillait les affaires personnelles de ses victimes. Il avait intentionnellement laissé des objets en évidence pour l'effet de choc qu'il produisait. Il y avait une dimension sarcastique qui révélait son arrogance et son désir de manipulation. Un an après l'entrée de Joseph D'Angelo dans la police d'Exeter, les effractions étaient nombreuses. Le chef Fry a promis aux habitants de la ville d'affecter un enquêteur exclusivement à cette catégorie de délits. Le 14 janvier 1975, le conseil municipal d'Exeter a voté la création d'un groupe de travail dédié au cambriolage, en collaboration avec la police de Farmersville. Joe D'Angelo a été choisi pour représenter Exeter au sein de cette équipe. Joe D'Angelo était un choix évident pour diriger n'importe quelle enquête au sein de la police d'Exeter. C'était le policier le plus qualifié. Il avait fait des études. S'il y avait eu un cambriolage une nuit, le lendemain, c'est lui qui s'occupait de l'affaire. La police l'a envoyé apprendre comment mener une enquête sur un cambriolage. Et une partie de la formation consistait à comprendre les méthodes des cambrioleurs. Il était payé avec l'argent des contribuables pour exceller dans le crime. Personne n'est mieux placé qu'un homme qui a cambriolé plus de 100 maisons pour expliquer aux habitants comment protéger leur foyer de ce fléau. Quand on y pense, c'est incroyable. La série de cambriolages à Visalia a atteint son apogée avec le vol d'une arme à feu en août 1975. Et ce revolver a été lié au meurtre de Claude Snelling en septembre de la même année. Une adolescente a été agressée à son domicile. Son père s'est réveillé au milieu de la nuit et est intervenu. Mais le suspect a tiré sur lui et l'a tué avant de s'enfuir. Après cet homicide, les recherches pour appréhender le cambrioleur de Visalia se sont intensifiées. L'affaire avait pris une autre tournure. Et puis, en décembre 1975, il y a eu un incident impliquant un policier de Visalia. Bill McGowan s'est retrouvé nez à nez avec le cambrioleur de Visalia. Mon père a dit qu'il avait un visage de bébé et qu'il se comportait aussi comme un petit enfant. Il pleurait et criait « Je vous en supplie, ne tirez pas !» Puis il a sorti une arme et a visé mon père. Le cambrioleur a tiré sur Bill McGowan et a réussi à s'échapper. McGowan était absolument certain qu'il s'agissait du cambrioleur de Visalia. Il l'a décrit et un portrait robot a été établi. Avec le recul, c'est le plus significatif de tous. A posteriori, je reconnais certains traits de Joe dans ce dessin. Quand on compare ce croquis aux photos de Joseph D'Angelo à l'époque où il était policier à Exeter, la ressemblance est frappante. D'Angelo devait être hors de lui. Ce dessin était son portrait craché. Il a dû avoir peur. Je n'ai pas cessé de me demander si je n'étais pas passé à côté d'un détail. Il reste une question essentielle. Que savait sa femme? Il a réussi à échapper à la police pendant plus de 40 ans. Il a vécu toute sa vie dans la même région, parmi les gens qu'il avait terrorisés. On habitait dans le même quartier. Je trouve ça terrifiant. Un jour, Joseph D'Angelo a laissé des menaces de mort sur notre répondeur. Il disait « Si vous ne faites pas taire votre chien, il y aura des morts dans votre famille. »
We found the needle in the haystack. C'est devenu l'actualité la plus brûlante du pays. Joseph DeAngelo. Investigators believe he's one of the most notorious serial killers and rapists in the country. Au bout de 44 ans, on le tenait enfin. Sleep better tonight. He isn't coming through the window. Un père militaire correspondait parfaitement avec le profil du suspect. Il ne riait pas à nos blagues. Quand ils ont arrêté Joe, tout le quartier a été épouvanté. On vivait à côté d'un monstre sans le savoir. Le tueur du Golden State vivait parmi nous, ici à Sacramento. Il avait passé ces 3 dernières décennies caché parmi nous. L'agent D'Angelo avait été surpris en train de voler. Il reste une question essentielle. Que savait sa femme? Il faisait peur aux femmes et aux enfants. Et je sais de quoi je parle. Je pense que ça va changer le regard qu'on porte sur ce type de crime et sur leurs auteurs. La traque du Golden State Killer marquera l'histoire. This case is why we lock our doors at night. Attacked all over California. The community was taken hostage. Brutal homicides. One of the most prolific serial killers in the history of this state, if not in this nation. Today we're going to launch a national campaign to help identify the Golden State Killer. Joseph James DeAngelo a été identifié comme étant le Golden State Killer, un individu qui a reçu plusieurs surnoms au fil du temps. De 1974 à 1975, il était le cambrioleur de Visalia. Il a commis une centaine de cambriolages et tué le professeur Claude Snelling. Claude Snelling a été abattu en septembre 1975. Ensuite, un policier de Visalia, l'agent Bill McGowan, s'est retrouvé nez à nez avec son meurtrier. Le suspect lui a tiré dessus, mais cette fois-là, un portrait robot a pu être établi. Quand on compare ce dessin aux photos de Joseph DeAngelo à l'époque où il était policier à Exeter, la ressemblance est frappante. Il n'est donc pas étonnant que le cambrioleur n'ait plus fait parler de lui après ça. Il n'y a pas eu d'autres incidents signalés dans la région d'Exeter-Visalia. Pourtant, DeAngelo a continué à travailler là-bas pendant encore 6 mois. Il était dans une période transitoire. Il réfléchissait à son avenir professionnel. En 1976, Hank Fry, le chef de la police d'Exeter, a démissionné. L'ancien sergent de patrouille de la police de Visalia a alors été recruté dans l'urgence pour le remplacer. Il est donc devenu le nouveau supérieur de Joe DeAngelo dans la police d'Exeter. Et cet homme avait activement recherché le cambrioleur de Visalia pendant plus d'1 an. Il fallait s'attendre à ce que ses anciens collègues enquêteurs là-bas fassent prendre de ses nouvelles. Exeter est vraiment tout près de Visalia. C'était une situation inconfortable pour DeAngelo. Il savait que s'il restait, il avait de grandes chances d'être démasqué. Il a dû avoir peur qu'on l'identifie. En juin 1976, les viols ont commencé dans l'est de Sacramento. Où était DeAngelo quand cette série d'agressions a commencé? À Sacramento. Il se trouvait justement dans la région pour y suivre une formation. Ensuite, en août 1976, il a intégré la police d'Auburn. C'est une petite localité située à environ une demi-heure de route au nord de Sacramento. Il aurait changé plus tôt s'il avait pu. Il avait déposé une candidature bien avant ça au cas où un poste se libérerait dans leur service. Il savait qu'il risquait d'être reconnu à Exeter. À mon avis, c'est ce qui l'a poussé à partir. Je suis arrivé un jour et on m'a dit qu'il avait déménagé parce qu'il avait trouvé un autre travail. Je suis convaincu que Joseph DeAngelo a quitté la police d'Exeter parce qu'il craignait de croiser un jour mon père dans le cadre de son travail. Je sais qu'il l'aurait reconnu tout de suite s'il avait eu affaire à lui. Et l'histoire se serait sans doute finie différemment. Quand on compare la période pendant laquelle le violeur des quartiers Est a sévi dans le nord de la Californie et sa carrière dans la police d'Auburn, on constate qu'elle coïncide presque parfaitement. Les viols ont commencé en juin 1976. Joseph DeAngelo a été recruté par la police d'Auburn en août 1976. Pendant que ces agressions sexuelles étaient commises dans le nord de la Californie, lui travaillait à 2 pas comme agent dans une ville voisine.
Auburn était une petite bourgade située dans les collines en périphérie de Sacramento, une ville dortoir avec des habitants appartenant principalement à la classe moyenne. On était à 50 km de Sacramento. Ça prenait 45 minutes en voiture. Notre criminalité se limitait essentiellement au cambriolage et au vol à l'étalage. Bref, aux atteintes aux biens. J'étais sergent de patrouille quand Joe D'Angelo a été embauché comme simple agent. Il était d'allure athlétique, 1,78 m pour 78 kg environ. C'était un policier très moyen, voire médiocre. Je ne me souviens pas qu'on lui doive une quelconque arrestation significative. Il suivait le mouvement. Je suis persuadé qu'il avait tout ce qu'il fallait pour devenir un très bon élément s'il l'avait voulu. Il en avait les capacités physiques et intellectuelles. Mais ça ne l'intéressait pas. Il était trop occupé à chercher des proies. Être dans les forces de l'ordre, ce n'était qu'un travail alimentaire pour lui. Par la suite, je crois que j'étais lieutenant à ce moment-là, nous avons reçu une plainte d'une de nos concitoyennes. Ça concernait le comportement en service de l'agent D'Angelo. Il était un peu trop tactile. Alors un jour où je passais près d'un endroit où il avait été appelé, je me suis dit que j'allais m'arrêter pour observer ses méthodes et me faire ma propre opinion. C'était à une station-service. Il discutait avec la plaignante et en même temps qu'il lui parlait, il la touchait. Je la voyais reculer, mais il continuait. Il était clair qu'il envahissait son espace. La femme n'arrêtait pas de reculer. Après ça, je lui ai expliqué qu'il ne pouvait pas se conduire de la sorte, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Il devait maintenir une distance avec les gens, ne pas envahir leur espace et rester professionnel. Il était dépité et il avait tendance à bouder quand il était contrarié ou quand on le réprimandait, un peu comme un gamin. Il me faisait penser à un fils qui cherchait l'assentiment de son père. La série de viols a donné lieu à de multiples portraits robots du suspect. Je n'ai pas reconnu Joe D'Angelo. Lui avait les cheveux courts et un début de calvitie. Il portait la moustache. Pour moi, il ne ressemblait pas au dessin. Après le meurtre des Maggiore à Rancho Cordova, 2 portraits robots ont été diffusés dans les médias. L'un d'eux avait une moustache. Avec le recul, on se dit que c'était vraisemblablement lui qui fuyait la scène de crime. S'il n'y avait pas eu l'ADN, je n'aurais sans doute pas cru que ça puisse être lui. J'aurais même juré le contraire. Je ne vois pas comment il aurait pu quitter Auburn pendant son service sans que son sergent s'en rende compte. Parce qu'à ce poste, on est en communication constante avec ces hommes. Mais l'ADN est formel. Après avoir commis de telles monstruosités, il a dû être rongé par la peur durant toute sa vie. Peu après le meurtre des Maggiore, il a cessé de sévir à Sacramento. Il est descendu vers Modesto, Stockton et sur la baie. En juillet 1979, nous avons reçu un appel provenant du bureau du shérif du comté de Sacramento. On nous informait que l'agent Joe D'Angelo avait été pris en train de voler un marteau et un spray répulsif contre les chiens. Après juillet 79, on n'a recensé aucune agression sexuelle du même violeur dans le nord de la Californie. On s'est donc demandé pourquoi il avait arrêté et changé de région. En juillet 1979, nous avons reçu un appel provenant du bureau du shérif du comté de Sacramento. On nous informait que l'agent Joe D'Angelo avait été arrêté pour vol à l'étalage dans la région de Citrus Heights. Il avait été surpris en train d'essayer de dérober un marteau et un spray répulsif contre les chiens. Il avait apparemment caché ses articles sous sa chemise, au-dessus de sa ceinture, et était sorti du magasin sans payer.
Si je me souviens bien de ce qu'ils m'ont dit, il a été pris de panique et il a essayé de s'enfuir, si bien que les agents de sécurité du magasin ont dû l'attacher à une chaise jusqu'à l'arrivée de la police. Ça a dû être un événement marquant dans sa vie. Quel genre de policier vole à l'étalage? Et puis surtout, regardez ce qu'il a volé. Un marteau et un répulsif contre les chiens. Il devait avoir très peur que ces objets révèlent d'autres choses bien plus compromettantes sur lui. On a envisagé que le violeur des quartiers Est conditionne les chiens à sa venue avant de frapper. Parce qu'au cours de ces agressions, un grand nombre de chiens n'avaient pas réagi, comme ça aurait dû être le cas selon leur maître. Le vol de ce produit répulsif, en 79, laisse penser qu'il les aspergeait peut-être et que par conséquent, ça les dissuadait d'aboyer. Ou alors, la deuxième hypothèse serait qu'il s'en mettait sur lui, pour que les chiens préfèrent rester à l'écart. Je n'en sais rien. Quand vous pulvérisez un produit répulsif sur un chien, ça lui irrite le museau, la gueule. Les chiens n'ont pas de canaux lacrymaux. L'animal va s'éloigner de vous sur le champ et il ne vous oubliera pas de sitôt. La fois suivante, il fera immédiatement l'association en vous voyant et il ne vous approchera pas. Si D'Angelo était aussi inquiet d'être découvert et de devoir répondre de ses crimes, alors pourquoi voler à l'étalage? Parce qu'il est arrogant. Ce n'était sûrement pas son premier vol. Pour moi, le licenciement était la seule option envisageable. Je n'ai eu aucune hésitation. Il ne s'agissait pas que d'un simple vol. C'était aussi une question morale. Il avait trahi notre confiance en enfreignant la loi, alors qu'il était censé en être le garant. La procédure a pris quelques semaines. Joe s'est fait aider par un avocat pour la partie disciplinaire. Et il en a engagé un autre pour s'occuper des poursuites judiciaires. Il a plaidé non coupable pour le vol à l'étalage et a voulu aller jusqu'au procès. Mais le jury a rendu un verdict de culpabilité. Après avoir été déclaré coupable, il a renoncé à contester son renvoi. Et le 1er novembre 1979, c'était terminé. Peu de temps après, il a quitté la région d'Auburn. Et je n'avais jamais repensé à Joe D'Angelo, du moins jusqu'à récemment. Son nom est cité dans le journal et associé à un crime. Est-ce pour cette raison qu'il a arrêté et qu'il a changé de zone géographique? Je pense que oui. Joseph D'Angelo perd son emploi dans la police. Et après ça, on observe un changement dans son comportement criminel. C'est un événement incroyablement stressant pour lui, et pour plusieurs raisons. Un licenciement est stressant pour n'importe qui, mais dans son cas, il perd également l'autorité que lui conférait son statut de policier au quotidien. Donc pour lui, ça a une importance capitale. Il voit ça comme un échec. Or, il ne supporte pas l'échec. Son évaluation psychologique a montré qu'il était arrogant. Il est en colère et stressé, et ses émotions se ressentent dans les crimes qu'il continue de commettre. Joe D'Angelo descend dans le sud de la Californie fin 1979 et commet d'autres crimes durant les 6 années suivantes. Il va notamment tuer 10 personnes. Il s'interrompt par moments sans qu'on puisse s'expliquer vraiment pourquoi. On sait qu'il a acheté un terrain et une maison avec sa femme en 1980 à Sacramento. Des crimes ont été commis à cette période dans le sud de la Californie. J'en déduis qu'ils ont dû habiter dans le sud à un moment donné. On essaie encore de combler les trous. Certains indicateurs montrent qu'il a très vite retrouvé un emploi de mécanicien après son renvoi de la police d'Auburn. J'ai appris qu'il avait aussi travaillé pour la compagnie du gaz et de l'électricité du Pacifique. Il avait des compétences en plongée depuis l'armée. Son travail consistait à remonter des pompes de vidange dans leur centrale. Peu de temps après l'affaire Chéri Domingo Greg Sanchez, il a eu un premier enfant, une fille. Après sa naissance, il y a eu une interruption de 5 ans sans aucun crime signalé, en tout cas connu. Être père de famille l'a peut-être obligé à rester davantage chez lui plutôt que de sortir commettre des crimes. En mai 1986, a lieu le meurtre de Janelle Cruz à Irvine, en Californie, et peu de temps après, sa deuxième fille naît à Los Angeles. On ne lui connaît pas d'autres crimes après le meurtre de Janelle Cruz en 1986. D'après la chronologie,
La naissance de ses enfants coïncide plus ou moins avec la fin de son activité criminelle. Sa dernière fille est née en 89 et on n'a plus rien après 86. Il a passé ces 3 dernières décennies caché parmi nous. Je me demande parfois si ce n'est pas l'ADN qui a poussé Joe DiAngelo à mettre fin à ses agissements. Je pense qu'il a compris qu'il finirait par se faire prendre s'il continuait. Vers la fin des années 80, les DiAngelo sont retournés vivre à Sacramento. C'est là qu'est née leur 3e fille, en 89. Il travaille dans une société de livraison pour la grande distribution. Il s'occupe de l'entretien des camions qui approvisionnent les grandes surfaces de la région. L'emploi qu'il a gardé le plus longtemps est aussi celui où il avait peu d'interaction avec les gens. Il n'était pas en contact avec le public. Bien sûr, il avait des collègues, mais il ne travaillait pas en étroite collaboration avec eux. Il a un travail fixe où il se rend tous les jours. Il a 3 enfants, il est présent dans leur vie au quotidien. Finalement, il a la vie de Monsieur Tout-le-Monde. J'ai habité derrière chez Joe pendant 3 décennies. J'ai fait la connaissance de la famille DiAngelo quand elle a emménagé dans le quartier. J'avais 5 ou 6 ans. J'étais ami avec leur fille. On jouait ensemble dans notre jardin. Il y a toujours eu des chiens et beaucoup d'enfants chez nous. Ça pouvait être la pagaille quand tout le monde s'y mettait. La famille DiAngelo avait l'air heureuse par moments. Et à d'autres moments, elle faisait peur. J'ai de bons souvenirs de lui jouant avec ses filles dans le jardin. Et au moins autant de terrifiants, quand il hurlait tout seul dans le jardin, contre lui-même, contre sa famille, contre ses enfants. Il parlait mal, il répétait toujours les mêmes choses. Il était en colère contre les femmes. Il criait sur ses filles, sur sa femme, il se disputait beaucoup. Rien d'anormal. Mais il passait aussi beaucoup de temps dans le jardin tout seul à vociférer. D'ailleurs, mon père allait souvent à la clôture pour lui dire de se calmer. Il faisait peur dans ces moments-là. Je me souviens d'une fois en particulier où il m'a vraiment effrayé. Je regardais de l'autre côté de la clôture et Joe s'est avancé dans ma direction après avoir passé ses nerfs sur je ne sais qui. Il avait le visage rouge de colère. Ses joues en tremblaient encore et ses cheveux blonds étaient dressés sur sa tête. J'ai vraiment vu à ce moment-là comment un être humain pouvait être transformé par la rage. Ça m'a marqué, enfant. En vieillissant, DiAngelo a cessé d'agresser des femmes et de tuer, parce que ses capacités physiques avaient diminué. Mais je suis persuadé qu'il a continué à sortir de chez lui et à se livrer à des délits mineurs, du genre vol à l'étalage, voyeurisme sans doute, pour avoir sa dose de frisson. C'était sans doute moins excitant que ce qu'il ressentait quand il était un prédateur sexuel actif. Mais c'était mieux que rien pour lui. Il en avait besoin, jusqu'au jour où il a été arrêté. Il est faux de penser que la gravité des actes d'un individu ne fait qu'augmenter tout au long de son parcours criminel sans jamais retomber à un niveau inférieur. Les premiers délits sont souvent liés à une déviance sexuelle. Ça peut être du voyeurisme ou des appels téléphoniques obscènes. Le Golden State Killer pratiquait les deux. Même âgé, si vous interrogez des voisins, ils vous diront avoir remarqué des comportements de voyeur de sa part ou avoir été victime d'intimidation. Un jour, Joseph DiAngelo a laissé des menaces de mort sur notre répondeur. Le message était anonyme, bien sûr, et le numéro de téléphone était masqué. Il disait « Si vous ne faites pas taire votre chien, il y aura des morts dans votre famille. » Mon père a tout de suite reconnu la voix de DiAngelo. Il a bondi, il s'est dirigé vers la clôture entre nos deux maisons. Il a vu de la lumière chez lui, alors il lui a crié de sortir s'expliquer sur les menaces qu'il faisait à sa femme et à ses enfants. Joe est sorti. Il a admis avoir laissé ce message sur notre répondeur. Mon père a explosé. Il voulait le frapper. Il avait dépassé les bornes. Mais Joe n'avait pas du tout envie de se battre. Il a tourné les talons et il est rentré chez lui. Il faisait peur aux femmes quand elles étaient seules. Il faisait peur aux enfants. Et je sais de quoi je parle.
Mais devant des hommes adultes, il perdait son assurance. Il n'était plus aussi impressionnant. Mon père trouvait que Joe était un lâche. Vers 1991, sa femme a demandé le divorce sans aller au bout de la procédure. D'après ce qu'on sait, c'est à cette période qu'elle est partie vivre ailleurs. Ils sont séparés depuis. Ces 3 dernières décennies, il s'est fondu dans la masse, un peu comme un caméléon finalement. Si vous l'aviez vu dans la rue, vous l'auriez pris pour un papy ordinaire. Le tueur du Golden State vivait parmi nous, ici à Sacramento. Ce prédateur était vivant et il menait sa petite vie au milieu de la même communauté qu'il avait terrorisée. Je me suis aperçue que Joseph DiAngelo et moi avions habité tout près l'un de l'autre à une certaine époque. Il vivait à moins de 2 minutes de chez moi. Il faisait ses courses dans le même centre commercial que moi. Il a peut-être fait la queue juste derrière moi. Ça m'effraie quand j'y repense. Je prends ça pour une provocation supplémentaire de sa part. C'est comme s'il avait décidé de continuer de s'immiscer dans notre vie toutes ces années après. Il passe partout parce qu'il sait comment se comporter. Il sait quoi dire et quoi faire. Il connaît les codes. Il savait comment passer inaperçu, où qu'il soit. Joe s'est caché derrière beaucoup de masques. Il a caché sa véritable nature à ses collègues policiers, à ses concitoyens, ceux-là même qu'il était supposé protéger du danger, et à sa propre famille. Monsieur DiAngelo a porté l'uniforme de la police, mais c'est vraiment tout ce qu'il a fait. Pour lui, ce n'était qu'un déguisement, un costume qu'il a enfilé pendant un certain temps pour dissimuler ce qu'il était vraiment. On a du mal à croire qu'un homme puisse être diabolique à certains moments et paraître complètement normal le reste du temps. Mais il me semble que dans le cas de Joe DiAngelo, c'est pourtant ce qu'il a réussi à faire. Il reste une question essentielle. Que savait sa femme? Joseph DiAngelo s'est marié en 1973. Pendant toutes les années où il a sévi, sa femme vivait à ses côtés. Comment réussissait-il à jongler entre son travail, ses crimes et sa vie de père de famille? Je ne sais pas comment il a fait. Pour moi, ça reste un mystère. Sa femme n'était peut-être pas au courant de ses agissements. Mais moi, à sa place, je pense que j'aurais posé des questions. Où vas-tu tout le temps comme ça? Que fais-tu durant tout ce temps dehors? Dans les années 1970, ils venaient d'emménager dans la maison qu'ils avaient achetée à Auburn. Un soir, au cours d'une patrouille, Joe m'a invité à venir la visiter. C'était un pavillon familial classique, avec 3 chambres. Il a mentionné que sa femme et lui faisaient chambre à part. J'ai trouvé ça très bizarre pour des jeunes mariés. Il est possible que la femme de Joseph DiAngelo trouvait normal qu'il passe autant de temps en dehors du foyer. Elle avait peut-être grandi avec un schéma familial similaire. On sait que son père avait été arrêté pour voyeurisme, un acte qui reflète une déviance sexuelle. Je ne sais pas ce qu'elle savait des activités de son père. Peut-être qu'il estimait qu'en tant qu'homme de la maison, il n'avait pas de compte à rendre. Alors elle n'a pas trouvé bizarre que son mari passe autant de temps dehors. Le Golden State Killer était un maître dans l'art de la manipulation. Ça veut dire qu'il n'était pas le même avec elle. C'est un homme intelligent. Il sait ce qu'il peut révéler ou non et à qui. On ne peut pas présumer qu'elle devait forcément se douter de quelque chose. On n'en sait rien. C'est quand même étonnant pour une avocate spécialisée dans les divorces. Plein de raisons peuvent pousser un couple à rester marié aux yeux de la loi tout en vivant séparément.
Ça peut être à cause d'une assurance vie ou bien des enfants. Ils en avaient 3. Je ne pense pas qu'il faille en tirer des conclusions. Tout ce qu'il avait volé aux victimes était intéressant dans le cadre de l'enquête, qu'il s'agisse d'objets de valeur ou de simples souvenirs. On est passé par les médias pour tenter de les retrouver. Parmi eux, il y avait des bijoux très reconnaissables, mais on n'a jamais réussi à mettre la main dessus. Joseph DiAngelo était extrêmement prudent. S'il détenait un objet dont il pensait qu'il pouvait le trahir, vous pouvez être sûr qu'il aura fait le nécessaire pour s'en débarrasser. Il l'aura détruit ou caché dans un endroit inaccessible. Je pense qu'il n'a pas pu se résoudre à tout jeter. Je suis sûr qu'il en a gardé quelques-uns. Il ne s'en est pas débarrassé. DiAngelo pêchait. Il avait ses coins favoris. Je l'imagine bien cacher ses objets dans un pot dans l'eau et le remonter à l'occasion pour se remémorer ses actes. Cet homme avait de l'imagination. Il y a plein de possibilités. Mais je pense quand même qu'avec le regain d'intérêt des médias ces dernières années, sa paranoïa s'est sans doute accentuée et il a dû prendre les devants au cas où il se ferait arrêter. Je parie que si on avait frappé à sa porte il y a 10 ans, ses souvenirs auraient été dans sa chambre. Lui seul sait ce que sont devenus ces objets. C'est un prédateur unique en son genre. Selon les profileurs du FBI avec qui j'en ai parlé, le Golden State Killer avait un niveau d'intelligence criminelle relativement élevé. C'est ce qui lui a permis d'échapper à la police et de ne pas éveiller les soupçons pendant plus de 40 ans. Tous les profileurs sont très curieux d'entendre ce que Joseph DiAngelo a à dire sur ses crimes, sur ses motivations et sur son enfance. Et si on finit par en apprendre plus sur lui et par mieux comprendre la complexité de sa personnalité, je pense que ça changera complètement notre manière d'analyser ce type de crimes et leurs auteurs à l'avenir. À mon avis, si on veut faire parler Joseph DiAngelo, il faut flatter son ego. S'il est fier de ce qu'il a fait en tant que Golden State Killer, s'il le revendique, il y a une chance qu'il veuille savourer sa gloire, quitte à mettre en péril sa défense. Il choisira la notoriété. Mais si on n'arrive pas à l'amener à voir les choses de cette façon, s'il conserve la prudence qu'il a toujours montrée, je pense qu'il est suffisamment malin pour savoir qu'avouer ne l'aidera pas. Par conséquent, il ne dira rien. Je pense que notre présence à ces comparutions, c'est une façon pour nous victimes de reprendre le pouvoir. Dans ces moments-là, nous ne sommes plus ces victimes. Nous sommes celles qu'il n'a pas réussi à anéantir, les survivantes. Au début, il se montrait triste, larmoyant, il était en fauteuil roulant. Et puis, rapidement, il est venu en marchant et la rage est réapparue sur son visage. Ces derniers mois, DiAngelo a perdu beaucoup de poids. Peut-être parce que la prison lui a imposé une autre alimentation. Il y avait plusieurs pots de beurre de cacahuète entamés chez lui, près de son ordinateur. Il le mangeait à la petite cuillère. C'est très calorique. Aujourd'hui, en prison, il est au régime sec. Well, thank you for joining us here today for an update on the case of Joseph James DiAngelo. This human predator took a path through all of these counties in our state, and wherever he went, he left a wake of terror in his path. Each of these DAs have taken various things into account to determine how and where to handle this trial. So as a group, we've determined that the trial should take place in Sacramento. Because of a successful and an amazing collaboration of law enforcement officers and district attorneys across this state. I fully support the consolidation of this case and the prosecution going forward in Sacramento.
Une affaire comme celle-là était d'une ampleur inédite dans l'histoire judiciaire de notre pays. Jamais autant de juridictions n'avaient été concernées par un seul et même dossier. J'étais présent pour la lecture de l'acte d'accusation à Sacramento. Le meurtre de Claude Snelling ouvrait la liste des chefs d'accusation présentés par le procureur. C'est le point de départ de l'histoire. Penser que cette tragédie qui a fini par toucher tout l'État est partie de chez nous, de nos petites villes de Visalia et Exeter, ça fait froid dans le dos. J'ai été surprise en apprenant que le procès se tiendrait ici, dans le comté de Sacramento. Depuis, on sait que de nouvelles charges d'enlèvement ont été ajoutées à celles de plusieurs viols et que les victimes seront appelées à témoigner. La population locale est rassurée de voir que la justice fait son travail et qu'elle va pouvoir suivre le déroulement du procès de près, puisqu'il se tiendra ici. Le procès a lieu à Sacramento, mais les poursuites sont conjointes. Avec le recul, je pense que c'était le bon choix. C'est notre laboratoire qui a effectué les analyses ADN qui ont tout changé. Beaucoup de victimes étant originaires de Sacramento, leurs familles sont ici. Ils vivaient là. Il est logique que ça se termine ici, à Sacramento. Je suis contente qu'il puisse être traduit en justice. J'espère seulement qu'il ne mourra pas avant. Je sais que ça pourrait prendre 5 ans, et il n'est plus tout jeune. Si le jugé à Sacramento peut permettre d'accélérer la procédure, je suis pour. De mon point de vue d'enquêteur, avec les preuves ADN qu'on a, ça ne fait aucun doute. Il est le Golden State Killer. En ce qui me concerne, sa condamnation est une simple formalité. S'il devait mourir avant qu'elle intervienne, pour moi, ça ne ferait pas une grande différence. Mais pour les victimes, oui. Elles veulent obtenir justice. Alors j'espère que le procès ira jusqu'au bout. La procédure judiciaire va prendre du temps, ne serait-ce qu'à cause du nombre de chefs d'accusation. Sans doute plusieurs années. Il est bien évident que nous souhaitons aller le plus vite possible. Les faits sont anciens, nos témoins ne rajeunissent pas, nous non plus. Alors nous voulons faire preuve d'efficacité. Et en même temps, M. DiAngelo a droit à un procès équitable. Cette enquête très longue et sa résolution ont eu de grandes répercussions. Les crimes commis par DiAngelo il y a 40 ans ont eu une influence sur nos méthodes de travail aujourd'hui. L'affaire du Golden State Killer et l'identification de M. DiAngelo ont permis des avancées. Désormais, la police protège la population plus efficacement. C'est à cause de cette affaire, dès le début des années 70, qu'est née notre brigade cynophile. Les interrogatoires n'étaient pas enregistrés avant qu'on commence à enquêter sur ce dossier. Il a fait évoluer nos pratiques. Cette affaire a eu des répercussions directes sur la législation de l'État de Californie dans le domaine des prélèvements ADN. La proposition 69 a grandement élargi les lois californiennes sur le recueil de l'ADN. Et un groupe de travail réunissant des services de police et de justice de plusieurs juridictions a été créé pour cette enquête. Cette collaboration était inédite et novatrice. Depuis que nous avons annoncé avoir identifié le Golden State Killer grâce à la généalogie génétique, de nombreux services de police dans le pays, mais aussi à l'étranger, m'ont contacté pour savoir comment nous avions fait. Depuis que nous disposons de cet outil supplémentaire qu'est la généalogie, nous voyons d'autres enquêtes aboutir enfin à leur tour. Des affaires non élucidées depuis des décennies se voient soudainement résolues et le coupable est mis derrière les barreaux. À ce niveau-là aussi, l'affaire du Golden State Killer fera date dans l'histoire. Je sais ce que j'ai enduré à cause de lui, ce que mes amis ont enduré, la communauté, ses propres enfants. Je me suis très souvent demandé ce que je serais devenue, quelle personne j'aurais été. S'il n'avait pas été là. Ça n'a pas été que 3 heures dans une journée. Ce viol, je vis avec depuis 42 ans. Une série de crimes comme celle commise par le Golden State Killer est unique dans les annales.
C'est difficile à expliquer. C'est une de ces affaires dont on sait qu'on ne pourra jamais l'oublier. Il y en a quelques-unes comme ça. Des enquêtes comme celle-là, on ne voit ça qu'une fois dans sa vie. J'aurais du mal à trouver les mots pour exprimer la satisfaction que l'on peut ressentir après avoir résolu ce que je considère personnellement comme l'une des plus grosses affaires criminelles de l'État, sinon du pays. On le doit vraiment à notre persévérance. Le Golden State Killer n'aurait jamais été identifié sans la ténacité des enquêteurs. Ils étaient déterminés à démasquer et à interpeller ce meurtrier, quoi qu'il en coûte. Ce qui m'a fait tenir dans cette enquête, c'est la recherche de la vérité. Même si elle n'était pas agréable à entendre, même si le suspect est un ancien policier. Ça ne fait pas plaisir, mais c'est la vérité. C'est ce qui me guide dans toutes mes enquêtes. Je n'ai jamais envisagé d'abandonner. Nous ne sommes pas du genre à nous laisser décourager. Il m'est arrivé d'être à deux doigts de renoncer, mais à chaque fois, cette affaire m'a remotivé. J'espère que ce qu'on retiendra de cette histoire, c'est que malgré les frustrations, les montagnes russes émotionnelles, il faut tenir, ne jamais baisser les bras. Ma principale source de motivation dans ce dossier, ce sont les victimes. Après avoir traversé des épreuves aussi terribles, quand je vois ce qu'elles sont devenues, leur force, je tenais à ce que nous, quand je dis nous, je parle de l'ensemble des forces de l'ordre, soyons à la hauteur. Nous avons enfin résolu cette affaire, identifié le coupable et écarté le danger. C'était notre mission d'apporter de la sérénité aux familles des victimes, à celles qui ont survécu, mais aussi à la communauté. On n'a jamais oublié ces victimes. Même après avoir pris leur retraite, certains inspecteurs, qui n'étaient donc plus payés pour ça, ont quand même continué de chercher. Cette affaire a hanté beaucoup de gens, nous y compris. Elle nous a suivis toute notre vie. Depuis son arrestation, pas un jour ne passe sans que je pense à cette histoire. Je me demande constamment si je n'aurais pas dû voir quelque chose. J'ai beaucoup de mal à comprendre comment un être humain peut faire ça, comment lui a pu faire ça. Nous pouvons remercier Paul Halls, le bureau du procureur de Sacramento, le bureau du shérif de Sacramento et aussi le FBI, parce qu'ils n'ont jamais abandonné cette affaire. Je leur suis très reconnaissante d'avoir continué, même quand ils étaient dans l'impasse. Et ils en ont connu beaucoup. J'ai du mal à exprimer à quel point ma gratitude est immense. J'ai acheté une rose pour chaque année passée depuis mon agression. Je comptais les offrir à Anne-Marie Schubert pour lui témoigner ma reconnaissance éternelle. C'est en essayant de faire tenir 42 roses dans un vase que j'ai pris conscience du nombre d'années qui s'étaient écoulées. Merci de ne pas avoir abandonné, d'y avoir toujours cru et d'avoir continué à croire qu'il était en vie. Les enquêteurs ne savaient pas que l'ADN et les nouvelles technologies les aideraient un jour. Où que vous soyez, on vous retrouvera. Ils en ont fait une vérité. La résolution de cette affaire a fait ressortir le meilleur des forces de l'ordre. La persévérance, la passion, la volonté de résoudre un cold case vieux de 40 ans. Ce sont ces qualités qui nous ont permis d'en arriver là, même si tout n'est pas encore terminé. Je pense qu'il va falloir encore un peu de patience au public. La phase judiciaire ne fait que commencer. C'est le premier procès qui repose sur cette utilisation de l'ADN. C'est un premier pas vers la guérison pour les victimes. L'arrestation de Joseph DeAngelo n'était que le début, certainement pas la fin du combat.